et bienvenue dans ce nouveau cours express. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année, en espérant que l'année 2021 soit plus calme et sereine que l'année 2020. Je voulais commencer l'année avec quelque chose d'un peu différent, donc aujourd'hui, ce cours express ne sera pas consacré à un seul shoujo, mais à une petite rétrospective shoujo personnelle, car ça faisait longtemps que je voulais vous parler des premiers shoujo papier que j'ai lus. Ce sont des shoujo qui ont été marquants pour moi, et je serais curieuse de savoir si vous aussi vous les connaissez et si vous les avez lus. Comme vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un moment, j'ai fait connaissance avec l'univers du manga dans les années 90 par le biais de la télévision et des animés. Mon tout premier et plus mémorable souvenir reste évidemment Sailor Moon. Je consommais donc les mangas à la télé, mais sans savoir encore que c'était des mangas. Si vous avez comme moi autour de la trentaine, les séries qui m'ont marqué à l'époque doivent vous être familières. Sailor Moon, Lady Oscar, Olive et Tom, Jeanne et Serge, Cat's Eyes, Lucie l'amour et rock'n'roll, Magical Doremi, Vision d'Escaflowne, Sakura chasseuse de cartes, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, pour ne citer qu'elles. C'est au collège que j'ai finalement compris que toutes ces séries que je regardais étaient originaires du Japon et que certaines étaient tirées de mangas. Je lisais déjà des BD européennes à l'époque, donc l'idée de lire des mangas m'a direct enthousiasmée. Je vous avais raconté dans une leçon qu'à la base, si je m'étais rendue pour la première fois à Virgin, l'ancêtre de la Fnac, c'était pour mettre la main sur les mangas de Card Captor Sakura. Mais là, impossible de les trouver, parce qu'il me semble que la série n'était plus publiée à l'époque. Et donc, pour me consoler de cette immense déception, j'ai flâné dans le rayon manga, et j'ai choisi un peu au hasard des couvertures et des résumés, mes tout premiers shoujo papier. Ça c'était pour l'anecdote. Maintenant passons au shoujo. Mon tout premier souvenir de shoujo papier, c'est la série Marmalade Boy de Wataru Yoshizumi. Franchement, j'aurais pu tomber plus mal, parce qu'à cette époque, Wataru Yoshizumi était la reine du shoujo. C'était la mangaka shoujo incontournable dans les années 90 et début 2000. C'est donc avec la série Marmalade Boy que j'ai découvert pour la première fois les codes et les stéréotypes du shoujo. Marmalade Boy est aussi la première série shoujo que j'ai complétée, donc c'est un souvenir et une série important pour moi. J'ai aussi acheté par la suite toutes les autres séries de Wataru Yoshizumi qui ont été publiées en France. Et d'ailleurs, la toute première leçon de ma chaîne est consacrée à Marmalade Boy. Et j'en ai aussi fait une sur sa série Minna Bokura, si ça vous intéresse. Parmi les toutes premières séries shoujo populaires que j'ai lues, il y a aussi le grand classique Fruit Basket de Natsuki Takaya. Pareil, j'ai aussi consacré une leçon à Fruit Basket, donc je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire. Je me rappelle qu'à l'époque où j'ai commencé la série, il y avait 3 tomes de sortie en France, et je les ai tellement lus et relus que j'ose plus trop les manipuler maintenant de peur qu'ils tombent en poussière. Là encore, le hasard m'a fait choisir une excellente série qui allait devenir un incontournable dans l'univers du shoujo. On va maintenant passer aux séries shoujo auxquelles je n'ai consacré ni leçon ni cours express. Dans mes premières séries, il y a les shoujo complexes et Ange mode d'emploi. Je les mets ensemble parce que ces séries ont toutes les deux été publiées en France au début des années 2000 et elles sont écrites par la même mangaka, Kumiko Kikuchi, dont on n'a plus jamais entendu parler par la suite. Les dessins sont légers et enfantins, mais les histoires sont très différentes. Ange mode d'emploi raconte l'histoire d'une jeune fille qui obtient une peluche qui prend vie et qui va interférer dans sa vie pour la pousser à intégrer un lycée mixte, alors que l'héroïne n'est pas du tout à l'aise avec les garçons. On est sur du pur shoujo classique, avec une héroïne timide et banale qui découvre l'amour et apprend à avoir confiance en elle. Avec en bonus, un petit côté magical girl fantastique, avec la peluche trop kawaii qui prend vie et qui accompagne l'héroïne dans ses aventures. La série complexe est beaucoup moins enfantine qu'Ange mode d'emploi. L'héroïne Rin a grandi à la campagne, et elle se voit obligée de rejoindre sa mère, qui ne s'est jamais occupée d'elle, à Tokyo. Rin débarque à Tokyo à l'adresse indiquée, qui se trouve être une agence de mannequins. Sa mère, une mannequin populaire, laisse tomber son job et sa fille tout juste retrouvée pour partir avec son petit ami à l'étranger. Rin se retrouve donc abandonnée, sans toit et sans argent, dans une ville qu'elle ne connaît pas. Par un concours de circonstances, elle se retrouve à remplacer sa mère en tant que mannequin afin d'assumer les obligations de cette dernière et de survivre. On est davantage sur du sérieux et du drama avec cette série. Et je me souviens que j'avais bien aimé le manga à l'époque. On retrouve un peu les bases de l'héroïne Cendrillon, avec la fille garçon manqué et campagnarde que personne ne remarque, mais qui une fois maquillée, ressemble à un mannequin. Certes, l'histoire est un peu plus mature, mais il y aurait tellement de points négatifs à relever. En plus, si j'ai bonne mémoire, il me semble que l'héroïne a 14 ou 15 ans dans la série, et que sa romance se développe avec un étudiant de presque 10 ans son aîné. J'ai de bons souvenirs de la série, mais aujourd'hui avec le recul, je pense que je trouverai la romance un peu cringe. Je la relirai peut-être un jour pour vérifier mes impressions, mais pour l'instant, complexe va juste rester un bon et lointain souvenir. Avec mes premiers shoujo, je n'ai pas découvert que la romance ou le fantastique, mais aussi la science-fiction, avec Dadada de Mika Kawamura, sa seule série sortie en France début 2000. J'adore
parce qu'on reconnaît bien le style graphique shoujo très rond et très enfantin qui était très à la mode dans les années 90, mais qui, avouons-le, fait assez désuet aujourd'hui. Alors quand je dis shoujo science-fiction, calmez-vous et ne vous attendez pas à du Star Wars. L'héroïne Miyu se trouve obligée d'habiter avec Kanata, le beau gosse insupportable de son lycée. Déjà, on retrouve tous les clichés des deux personnages principaux qui peuvent pas s'encadrer et qui sont obligés de vivre ensemble. Vous voyez Ranma et Akane dans Ranma 1/2? Bah là c'est pareil. Mais je vous avais promis de la science-fiction. Une nuit, un ovni contenant un bébé débarque dans la maison de Miyu et Kanata. Nos deux protagonistes se voient donc plus ou moins obligés de prendre soin de ce bébé, qui en plus d'être un extraterrestre, semble posséder des pouvoirs. Le bébé est évidemment là pour rapprocher les deux personnages qui se détestent, et pour apporter la touche d'humour incontournable des shoujo de l'époque. Vraiment, quand je vous en parle, j'ai l'impression de vous raconter une version shoujo de Ranma 1/2, sauf que les transformations ont été remplacées par un bébé extraterrestre. Pareil, j'ai de bons souvenirs de ce shoujo, mais je sais pas si j'aimerais autant la série en la relisant aujourd'hui. Pour rester dans le domaine du shoujo science-fiction, j'ai aussi lu à la même époque la série Cyber Idol Mink de Megumi Tashikawa, dont c'est le seul titre paru en France. Alors là, on est sur de la science-fiction du futur, avec de l'informatique et un soupçon de voyage dans le temps. Mais encore une fois, pas d'affolement, on n'est pas sur du Doctor Who. L'héroïne, Mink, est une jeune fille très ordinaire et très banale qui tombe un jour sur un CD-ROM du futur. J'ai un peu honte en disant ça à voix haute, mais soyez indulgents et rappelez-vous qu'à la fin des années 90, début 2000, les CD-ROM étaient à la pointe de la technologie. Donc Mink lance le CD-ROM du futur qui lui propose de devenir ce qu'elle veut. Mink souhaite devenir idole, ou chanteuse pop dans la traduction de l'époque. Et là, tout s'emballe. Le vœu de Mink est exaucé, elle passe par hasard à la télé, le public tombe sous son charme, et l'industrie de la musique veut absolument mettre la main sur la chanteuse qui apparaît et disparaît mystérieusement. Mink finit par intégrer une petite maison de production de disques, et Moto Haru devient son manager. Seulement, on apprend que toute personne qui utilise le CD-ROM du futur sera exterminée pour avoir violé les lois de contrôle du temps. En parallèle, Mink tombe amoureuse de Moto Haru, mais elle se retrouve partagée entre lui avouer sa véritable identité au risque qu'il la repousse et l'envie de continuer la musique pour rester à ses côtés. Le shoujo combine à la fois les codes du Magical Girl et celui du monde des idoles. D'ailleurs, les Magical Girl idoles sont un genre à part entière du Magical Girl. Rappelez-vous, Creamy Merveilleuse Creamy, Full Moon Mosagashite, certains groupes de la franchise Pretty Cure qui se rapprochent énormément de groupes d'idoles, ou encore les 3 Starlight de la saison 5 de Sailor Moon. Et je m'arrête là, parce que ce genre mériterait une vidéo entière. La transformation de Mink se fait ici non pas grâce à la magie, mais grâce à un logiciel informatique. Mais encore une fois, c'est le futur vu par les années 90, et surtout par les shoujo des années 90. Mais bon, pour un Magical Girl, il y a quand même pas mal de recherches pour l'ambiance de l'histoire. Pour l'instant, cette série est celle qui me donne le plus envie de la relire. Et peut-être fera-t-elle l'objet d'une future leçon. Autre série qui fait partie de mes premiers shoujo, Urukyu, de Nami Akimoto. C'est un shoujo qui est dans mon décor depuis le début de ma chaîne, et j'aimerais énormément lui consacrer une leçon. Mais si je suis toujours dans l'hésitation, c'est toujours pour la même raison. C'est un shoujo que j'ai adoré quand j'étais ado, mais je ne suis pas sûre qu'il soit aussi bien que dans mon souvenir. Urukyu raconte l'histoire de 2 lycéennes, Ami et Noa, des ennemis, à la fois amis et ennemis. Depuis leur enfance, elles passent leur temps à se disputer et à se défier, car elles tombent toujours amoureuses des mêmes garçons. Mais au début de la série, elles rencontrent 2 beaux gosses, Tamon et Tomohiro, et pour la première fois, pas de rivalité amoureuse en vue, car Ami tombe sous le charme de Tamon, tandis que Noa craque pour Tomohiro. Cependant, pour Tamon et Tomohiro, l'amour et la drague ne sont qu'un jeu. Dès que la fille qu'ils prennent pour cible craque pour eux, et après le premier baiser, ils la quittent et passent à autre chose. Mais Ami et Noa ne se laissent pas décourager, et chacune met en place un plan d'action pour faire craquer le garçon de ses rêves. Bon, après la série se focalisera plus particulièrement sur la relation entre Ami et Tamon. Même si on continuera à suivre les aventures amoureuses de Noa, elle deviendra davantage un personnage secondaire avec le temps. Mon meilleur souvenir de ce shoujo reste la relation amitié-rivalité entre Ami et Noa. Elles sont drôles, attachantes, et on adore les regarder se disputer, se conseiller, se moquer l'une de l'autre et se soutenir. J'ai rarement vu ce genre d'amitié entre filles dans un shoujo, et elle est vraiment très bien écrite. En plus, Ami et Noa sont très différentes, que ce soit sur leur look que sur leur caractère. Ami fait partie de cette catégorie d'héroïnes hyper dynamiques, honnêtes, drôles, proactives, et qui ne ménage pas ses efforts pour obtenir ce qu'elle veut. Et pour l'époque, ce genre d'héroïne était plutôt rare dans les shoujo. On avait plutôt droit à des héroïnes discrètes, naïves, banales et timides. Elle me fait d'ailleurs un petit peu penser à Usagi, mais sans le côté froussard et pleurnichard. Noa, quant à elle,
et la fille intelligente, cultivée, un peu fleur bleue, calculatrice, en apparence toujours forte, mais hypersensible. Et pour le coup, son design avec ses cheveux courts et sa peau bronzée, ses formes généreuses qu'elle assume à fond, est très original, même encore aujourd'hui. Si Ami a des airs d'Usagi, Noah se rapproche davantage de Momo de Peach Girl. Rien que pour la relation Ami et Noah, je sais que la série vaut le coup. J'ai aussi quelques souvenirs de la relation entre Ami et Tamon, vu que c'est le couple principal, mais j'avoue que je ne pourrais pas vous affirmer si c'était bien ou s'il y avait des passages négatifs. Mais voilà, c'est avec ces séries que ma collection de shoujo a commencé. Avec le recul, je trouve que j'ai eu plutôt une bonne base pour des premiers shoujo. Dès le départ, j'ai eu des genres assez différents. De la romance très classique, de la comédie, du drame, du fantastique, du magical girl et de la science-fiction. En ce qui concerne les héroïnes et les personnages féminins en général, il y avait des stéréotypes et des caractères assez variés. Pareil pour les thèmes abordés et les styles de dessin. Et pour avoir choisi toutes ces séries un peu au hasard, je trouve que je ne suis pas tombée sur des trucs trop guimauves ou trop craignos. Maintenant, vous savez comment ma passion pour le shoujo a débuté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces shoujo et ce que vous en avez pensé. Je vous invite aussi à partager en commentaire votre liste de premiers shoujo que vous avez lus et si encore aujourd'hui, ce sont de bons souvenirs de lecture pour vous. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école du shoujo. Bye!